Avec Fabien Albert. Pour la revue de presse. Bonjour Fabien. Bonjour Pierre. Dans les journaux ce matin, cette question notamment dans La Croix. L'esprit du camping serait-il en train de se perdre en France ? Pastis parfum bleu. Pastis délicieux. Allez, santé. Alors ? On n'attend pas Patrick ? Un esprit immortalisé par Franck Dubosc, Pierre, dans la trilogie Camping. Nous avons tous l'image du campeur en tête. Les tongs, le slip, la chaise pliante et la toilette de tente. Mais d'Épinal à Hossegor, en passant par Argelès-sur-Mer, cette image tend à disparaître, car la clientèle évolue à mesure que les campings montent en gamme. Pour survivre, les campings se mettent au luxe, lit-on dans La Croix ce matin. Patrick le campeur a troqué sa caravane pour le mobil-home. Gabriel Richard, la journaliste de La Croix, en a fait l'expérience dans un camping des Landes. Sur les 182 places du gîte, seuls 33 bouts de pelouse sont réservés aux tentes, camping-car et caravane, moins d'un emplacement sur 5. Bouts de pelouse premium avec douche et toilettes individuelles, terrain qui plus est raccordé à l'eau et l'électricité. Pour le moment, les campings 4 et 5 étoiles sont encore l'exception, 21% du parc, mais ils concentrent déjà 61% des nuitées. C'est eux qui font la grande partie des 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel du secteur, décrypte La Croix. Vous n'avez pas besoin de matériel, vous louez un mobil-home comme un Airbnb, sauf que ça n'est pas la même ambiance, plaide le président de la Fédération nationale de l'hôtellerie de plein air. Mais pour les puristes, le camping ressemble désormais à de l'hôtellerie. Des irréductibles et professionnels de la chaise pliante ont créé un collectif, Sauvons le vrai camping, en 2023. Ils demandent un seuil minimum d'emplacements nus pour s'assurer que les vrais campeurs soient les bienvenus partout. Et si au camping, vous le disiez Fabien, tout le monde est encore le bienvenu en général, ce n'est pas le cas aux universités d'été de la France insoumise. C'est ce que nous apprend ce matin le journal Libération. Olivier Perroux, journaliste du Monde, ne peut pas couvrir l'événement débuté hier à Châteauneuf-sur-Isère dans la Drôme. Une interdiction d'accès, écrit Libé, qui n'était pratiquée jusqu'ici que par l'extrême droite. Olivier Perroux paie son livre enquête, La Meute, coécrit avec la journaliste de Libération Charlotte Belaïch. Ouvrage critique sur le fonctionnement du parti et la toute-puissance de Jean-Luc Mélenchon. Ça fait des mois depuis l'apparition du livre que le mouvement cherche à éloigner les deux journalistes. Par courrier, Manuel Bompard, Mathilde Panot, Manon Aubry, Clémence Guettet et Jean-Luc Mélenchon ont réclamé aux rédactions du Monde et de Libé d'être suivis par d'autres journalistes. Une conception, vous en conviendrez Pierre, un peu particulière de la liberté de la presse. Les deux journaux ont évidemment refusé. Ce n'est pas aux politiques de choisir leurs correspondants, ont-ils répondu. Olivier Perroux et Charlotte Belaïch, qualifiés de dégénérés et de marioles par Jean-Luc Mélenchon. Le premier est persona non grata, la deuxième est blacklistée, ce qui revient au même. Libération est présent aux amphis, mais c'est un autre correspondant qui couvre l'événement. Décision prise de longue date avant la parution du livre, assure Libération. 8h35, vous poursuivez votre revue de presse Fabien par cette histoire qui fait grand bruit en Allemagne, à lire dans La Croix. Cette histoire, c'est celle d'un néo-nazi, Sven Liebig. À 55 ans, c'est une figure bien connue du mouvement. Il est homophobe, transphobe, antisémite, anti-migrant, anti-vax, bref, anti-tout. En début d'année, il a été condamné à 18 mois de prison ferme pour incitation à la haine, notamment pour avoir vendu sur le web des battes de baseball estampillées aide à l'expulsion, décrit La Croix. Jusqu'ici, malheureusement, rien d'extraordinaire, sauf que depuis que sa condamnation a été confirmée il y a quelques jours, Sven Liebig se fait appeler Marla Svenia. Le néo-nazi, cheveux poivre et sel, rasé sur le côté, a troqué les tatouages et le brassard rouge pour une perruque blonde, du rouge à lèvres et des robes léopard. Cela pour être incarcéré dans une prison pour femmes. Et ça a marché depuis fin 2024. La loi allemande permet en effet de changer de genre sans démarche administrative, opération ou avis médical. Pour l'état civil, Sven Liebig est une femme, Marla Svenia. Elle doit donc purger sa peine dans une prison pour femmes. C'est bête et méchant pour le procureur. Prison pour femmes où les conditions sont généralement meilleures. Vous vous en doutez, Pierre, le tollé est énorme. En Allemagne, par ce stratagème, le néo-nazi tourne au ridicule. Cette nouvelle loi, adoptée par le gouvernement d'Olaf Scholz, sous l'impulsion des Verts et des libéraux, coalition feu tricolore haïe par les néo-nazis qui lui préfèrent les chemises brunes et les bottes noires. La justice allemande a maintenant 2 semaines pour rectifier le tir et choisir d'incarcérer Sven Liebig ou Marla Svenia. Et vous terminez votre revue de presse, Fabien, par cet ouvrage collectif dirigé par l'un de nos esprits libres, le directeur adjoint de l'Express, Sébastien Le Foll. Livre sorti hier, intitulé « Au cœur des lieux secrets du pouvoir » aux éditions Perrin, dont les bonnes feuilles sont à lire dans le Figaro Magazine. Et ces lieux secrets du pouvoir où les grandes décisions se prennent, ce ne sont pas forcément ceux que l'on croit.
Parmi ceux détaillés dans le livre, le bureau du secrétaire général de l'Élysée, 30 mètres carrés, centre névralgique du pouvoir, écrit le journaliste au Figaro et éditorialiste à Radio Classique Guillaume Tabar. Bureau qui impressionne ceux qui l'occupent et surtout ceux qui y sont conviés, car tout passe par le secrétaire général de l'Élysée avant d'arriver jusqu'au président et inversement. Cet office est aussi l'endroit des confidences, des messes basses, la nuit tombée. Le président s'y épanche avec son bras droit. Emmanuel Macron aime y bavarder, par exemple, un verre de whisky à la main, écrit Guillaume Tabar. François Mitterrand y montrait son désarroi à Hubert Védrine face au génocide en cours au Rwanda. Jacques Chirac, lui, pesait le pour et le contre en compagnie de Philippe Bas pour savoir qui de Dominique de Villepin ou de Michel Alliot-Marie avait le meilleur profil pour succéder à Jean-Pierre Raffarin à Matignon. Autre lieu encore plus inattendu, Pierre, la voiture numéro 1 du Tour de France, la célèbre voiture rouge du directeur de course. Pendant 3 semaines, élus et conseillers locaux, ministres et présidents de la République s'y succèdent. Exemple, en 2016, Christian Prudhomme, le patron du Tour, reçoit dans sa voiture le ministre de l'économie, Emmanuel Macron. Sur le vélo, le Britannique Christopher Froome s'échappe dans le col de Perresourde, entre Pau et Bagnères de Luchon, et gagne l'étape. Emmanuel Macron me regarde et en sortant de la voiture me dit « Moi aussi, je vais faire mon échappée », révèle Christian Prudhomme à Florent Baraco, journaliste au Figaro. Moins d'1 an plus tard, Macron sera élu président. Prudhomme toujours raconte son embarras encore en 2020 en plein Covid-19. La grande boucle a été décalée en septembre. L'exécutif tenait à ce qu'elle ait lieu malgré les conditions sanitaires drastiques. À bord de la voiture, Jean Castex, le Premier ministre de l'époque. Tout se passe bien, un Français gagne l'étape, Castex est acclamé. Mais patatras, le lendemain matin à 5h42 précisément, Christian Prudhomme apprend qu'il est positif au virus. Et là, je repense à Jean Castex, je n'ai pas osé l'appeler avant 8h, témoigne Prudhomme. Anxieux, il compose finalement le numéro de Matignon. Il a été formidable et incroyablement sympa. Il m'a dit « Ce n'est pas grave, j'ai passé une bonne journée », raconte le directeur du Tour à Nicolas Baraco. Cas contact, Jean Castex est mis à l'isolement, fait le Conseil des ministres par visioconférence. Le Premier ministre devra attendre 1 semaine avant la remise en selle. Philosophie qu'il dira « J'ai été cas contact du président de la République, cas contact du patron du Tour de France. Il ne manque plus que le pape. » On ne sait pas, peut-être que Jean Castex croisera le souverain pontife dans une rame de métro à Paris, lui qui est maintenant PDG de la RATP. Merci Fabien Albert pour cette revue de presse. Dans un instant, et pour vous accompagner jusqu'à 9h, retour vers le classique podcast d'Augustin.